Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à la notif des sportifs en ce mardi 13 décembre 2022. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici sur le Facebook Live de À la Coupe. Je suis votre animateur Loric Salvaille. On va commencer ça en force, la semaine hockey. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on retrouve sur le alacoupe.ca? L'article de Vincent Larue à toutes les semaines qui parle de la dernière semaine d'activité du Canadien de Montréal pour eux qui n'ont pas réussi à écouter tous les matchs ou qui ont juste pas écouté les matchs. Vous pouvez aller lire ces articles, c'est des résumés de chaque match qui a lieu au courant de la semaine. Toujours très intéressant. Allez lire ça, l'article de Vincent Larue. Du côté du podcast de Yves Lantier, la semaine passée, on a reçu Michael Martel. Toujours très intéressant d'avoir des invités avec Yves et ses collaborateurs. Allez écouter ça, toujours très intéressant. Si on retourne du côté des articles, vous savez, Hockey Canada a fait ses sélections pour le Mondial Junior. L'article de Gabriel Saint-Pierre parle justement d'équipe Canada Junior, mais sur le côté plus et la JMQ. Donc, les joueurs sélectionnés et qui ont fait le camp. On parle de Zachary Bolduc, Tyson Hines, Joshua Roy, Jordan Dumais et William Rousseau, entre autres, qui ont participé à la sélection de l'équipe Canada et qui ont fait le camp de sélection aussi. Toujours très intéressant, ça vous explique les joueurs qui font partie de l'équipe, les moins connus, comme mettons Tyson Hines, qui est pour moi un nom qui me sonne moins de cloche que les autres. Donc, allez lire ça, ça vous permet de vous rattraper dans la LHJMQ pour les gens qui suivent moins ça. Toujours très intéressant. Et finalement, du côté des sénateurs d'Ottawa, notre bon vieux Phil Sands qui nous fait une évaluation du quart de saison des sénateurs d'Ottawa. Toujours très, très, très plaisant d'avoir des articles autres sur les équipes de la Ligue nationale, dont Maxime Cyr aussi, qui en a fait un sur le Kraken de Seattle. Allez lire ça. Toujours très plaisant, comme j'ai dit, d'aller lire sur d'autres équipes des fois que le Canadien. Ça permet de mieux suivre la Ligue nationale de hockey aussi. N'oubliez pas, jeudi 15 décembre, podcast de Yves Lantier, ici même sur le Facebook d'alacoupe.ca. C'est toujours le fun, les podcasts de Yves, comme collabo, en étant collaborateur ou animateur. L'émission est toujours très le fun. Allez voir ça dès que vous pouvez, ce jeudi, le 15 décembre. Alors maintenant, du côté des manchettes, je sais qu'on parle de hockey, mais on va parler un bref instant de la Coupe du Monde. Ça se joue aujourd'hui à 2h. Les demi-finales, la Croatie affronte l'Argentine de Lionel Messi. Bon, je suis un fan de Lionel Messi. Ce match-là, il me rend très stressé. Je suis énormément stressé car tout le monde le sait, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Et je veux tellement qu'il gagne cette Coupe du Monde. Il est sur une lancée, il a 4 buts, 2 passes décisives. C'est énorme. Pour les gens qui ne suivent pas beaucoup de soccer, c'est énorme pour un joueur dans une Coupe du Monde de produire autant. Ça va être un excellent match. La Croatie joue souvent des matchs très défensifs, très vieillots. Donc, le but, c'est toujours d'aller en prolongation ou en tir au but du côté de la Croatie. L'Argentine est une équipe qui joue avec beaucoup de cœur et, entre autres, pour Lionel Messi, ça va être très intéressant, ce match-là. J'en parle, j'en ai peur. Là. Et, dernière nouvelle, Coupe du Monde. On a perdu un grand aujourd'hui, et non pas par décès, heureusement, mais en termes de performance, Cristiano Ronaldo a été éliminé de la Coupe du Monde par le Maroc durant la fin de semaine. Le soccer perd un énorme joyau pour les prochaines Coupes du Monde. Cristiano Ronaldo a quand même 37 ans. C'était sa dernière chance de soulever le trophée. Ça fait extrêmement mal, même si je suis un fan de Messi, de perdre Cristiano Ronaldo. On voulait tous, en tant qu'amateurs de soccer, une finale Portugal-Argentine. Ça n'arrivera pas, malheureusement, mais tous les espoirs de cette génération de soccer-là, je parle de Luis Suarez, Neymar, Ronaldo, Messi et autres, tous les espoirs de cette génération de soccer-là reposent maintenant sur Lionel Messi. J'espère le plus haut
pour la Pulga. On va voir ce que ça donne. Et ça continue cet après-midi face à la Croatie, à l'Eléo. Alors, du côté de la Ligue nationale, excusez-moi cette parenthèse, on revient du côté de la Ligue nationale de hockey. Eli Tolvanen a été réclamé par le Kraken de Seattle. Je trouve que c'est un petit peu une bourde, une crampe au cerveau du côté de Nashville. Eli Tolvanen, je trouve que c'est encore aujourd'hui un joueur qui peut avoir un très gros potentiel dans la Ligue nationale de hockey. Selon moi, il peut jouer clairement sur le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale. Il pourrait bien produire. Ils l'ont envoyé au balotage dans le but de l'envoyer dans la AHL pour son développement, bien sûr. Mais comme on a vu, c'est pas ça qui s'est passé. C'est nul autre qu'une des puissances étonnantes de la Ligue nationale de hockey, le Kraken de Maxime Cyr, qui le réclame au balotage. Très grosse prise de la part du Kraken de Seattle. En tant que partisan du Canadien, j'aurais aimé ça, que le Canadien mette la main sur Tolvanen, mais on a tellement d'attaquants à Montréal que Tolvanen n'aurait pas eu beaucoup de place, selon moi, sur les trios. C'est pour ça que je crois l'administration Kent Hughes a décidé de le laisser passer, mais ils veulent autre chose. On va revenir plus tard dans un nouveau segment. J'espère que vous allez bien l'aimer. Ça s'appelle le coin des rumeurs. On va y aller plus tard au courant de l'émission. Du côté de Nashville, encore une nouvelle, celle-là moins heureuse. Michael McCarron intègre le programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale de hockey. On espère le mieux pour Michael McCarron, ancien joueur du Canadien, pour eux autres, à qui ce nom sonnait des cloches. Ancien joueur du Canadien, choix de premier tour du Canadien, Michael McCarron, qui se débrouillait quand même bien depuis qu'il était à Nashville, attaquant de quatrième trio, faisait souvent l'équipe au courant de la saison, au courant des saisons qui étaient là-bas. C'est très dommage pour Michael McCarron. On y souhaite le meilleur et un bon rétablissement. La LNH a sorti ses 3 étoiles de la semaine aujourd'hui. C'est toujours intéressant de voir qui a été joueur flash de la Ligue nationale. Et aujourd'hui, on trouve une grosse surprise. Charlie Lindgren, ancien gardien du Canadien de Montréal et des Blues de Saint-Louis, se retrouve premier avec 4 victoires, une moyenne de but de 1,5 et 949% d'efficacité dans les buts du côté de Charlie Lindgren des Capitals de Washington. Si on m'avait dit que Charlie Lindgren aurait une des étoiles de la semaine cette saison, les années passées, j'aurais jamais cru à cela. Excellente performance durant la semaine de Charlie Lindgren. Belle prise des Capitals qui ont été sur une belle lancée grâce à lui. On espère que ça se replace du côté des Caps. Et écrivez en commentaire si vous pensez que Ovi va battre le record de Wayne Gretzky et en combien de temps. Surtout, toujours très intéressant de lire vos commentaires. La deuxième étoile de la semaine, nul autre que Tage Thompson des Sables de Buffalo. C'est pas la première fois qu'il l'est. Il est revenu quelques reprises dans le podcast en tant qu'étoile de la semaine. Il cumule 5 buts, 2 passes pour 7 points en 3 matchs. Et notamment, désolé pour Sam, grand fan des Blue Jackets de Columbus, mais il faut en parler. Tage Thompson qui inscrit 5 buts en 1 match face aux pauvres Blue Jackets qui sont des fois sans mots face aux performances des autres équipes. Ce coup-là, c'était les Sables de Buffalo et Tage Thompson a littéralement procuré la victoire aux siens grâce au nombre de buts faits par lui-même. Un excellent joueur, Tage Thompson. Au départ, quand on a vu qui est arrivé dans la transaction de Ryan O'Reilly, personnellement, quand j'ai vu cet échange, je croyais que les Blues avaient gagné haut la main. On se souvient qu'il y avait un choix au repêchage. Je crois que c'était un choix de premier tour, un choix de deuxième tour. Tage Thompson et Vladimir Sobotka, si je ne me trompe pas. Et je ne m'attendais jamais à ce que Tage Thompson devienne une aussi grande star dans la ligue. Star, en guillemets. C'est pas Connor McDavid, mais c'est un excellent joueur. Il est top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey. C'est Tage Thompson. Selon moi, les Blues avaient gagné cette transaction-là haut la main, mais on voit que les Sables de Buffalo sont malins. Et l'échange, selon moi, est rendu gagnant-gagnant pour les deux côtés. Et
la troisième étoile, The Third Star, William Nylander des Maple Leafs de Toronto, qui gagne la troisième étoile avec 3 buts, 4 passes en 3 matchs. Les Maple Leafs qui sont sur une lancée se reprennent en main. Toutes les rumeurs de congédiement du début de saison ont disparu ou se sont très, très, très calmées du côté de la ville torontoise. Les Maple Leafs, dans leurs 14 derniers matchs, ont réussi à cumuler au moins 1 point à chacun d'entre eux. Ils sont sur une lancée, les Maple Leafs. Ils se reprennent. Donc, c'est bien de voir ça du côté de Toronto. Pas en tant que fan du Canadien, mais en tant que partisan de hockey. C'est fun de voir une équipe qui est supposée gagner se reprendre en main par elle-même sans effectuer de gros changements, en croyant en son vestiaire, en son coach, pour se relancer. Et c'est ce qui est arrivé à Toronto. On a appuyé sur le bouton panique un peu trop vite du côté des Maple Leafs. Du côté des Canucks de Vancouver, qui est la dernière nouvelle de la semaine, les Canucks ont arrêté de négocier avec leur capitaine Bo Horvat, selon Rick Dhaliwal de Check News, une station radio de Vancouver. Horvat, qui a 27 ans, ce qui est une belle âge, il est dans la fleur de l'âge, 20 buts et 9 passes en 28 matchs, aurait refusé une offre lucrative de la part de Patrick Allvin et de l'administration des Canucks de Vancouver. Écrivez en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui va arriver à Bo Horvat? Est-ce que, selon vous, il va se faire échanger à la date limite des transactions? Va-t-il partir par agent libre? Est-ce qu'il va partir dans une équipe contender, dans une équipe qui est encore en reconstruction? Selon vous, qu'est-ce qui va arriver au destin de Bo Horvat? Selon moi, si je suis l'Avalanche du Colorado, je porte très attention à ce qui se passe du côté des Canucks. Bo Horvat serait un excellent centre. On se souvient que la perte de Nazem Kadri a laissé un trou. Du côté de l'Avalanche du Colorado, Alex Newhook a été l'expérience et n'a pas fonctionné. On a besoin d'un centre de qualité du côté de l'Avalanche. Oui, il y en a été de McKinnon, mais on a besoin d'un Nazem Kadri, d'un joueur qui est capable d'avoir ce rôle-là. Selon moi, Bo Horvat est une excellente option. Du côté de l'Avalanche, de ce que je me souviens, il faudrait retenir du salaire du côté des Canucks de Vancouver pour que cet échange ait lieu. Mais sentiment par moi-même, ça n'y est pas de Rick Dalaoui ou autre. Sentiment de moi-même, regardez l'Avalanche du Colorado dans ce dossier. Ils y sauteront à pieds joints si l'offre peut se réaliser. Sinon, d'autres équipes que je crois qui pourraient mettre la main sur Bo Horvat, les Stars de Dallas, qui sont excellents en ce moment, ils pourraient réaliser cette transaction. Le Kraken de Seattle pourrait être très intéressant, mais l'offre d'échange du côté de Vancouver demanderait sûrement plus au Kraken, car ils sont des rivaux de division. Ça arrive souvent dans la Ligue nationale de hockey que des rivaux de division vont demander plus cher qu'à d'autres équipes. J'ai dans la tête l'échange de Mark Stone quand le Canadien a appelé, parce que oui, le Canadien avait appelé pour s'intéresser à Mark Stone. Les sénateurs d'Ottawa demandaient plus aux Canadiens car c'était des rivaux de division. Et Norman Flynn de BPM Sport avait demandé à Marc Bergevin, hors d'onde à l'antichambre, si le Canadien avait appelé pour Mark Stone. Marc Bergevin a dit oui, mais il demandait deux recrues que je ne voulais pas demander partir. Et aujourd'hui, ces 2 recrues-là ne sont plus avec le Canadien. Donc, c'est pour vous donner des idées à quel point, tout dépendant de l'équipe, l'offre peut varier aussi. Les Islanders de New York, selon moi, sont à surveiller dans le dossier de Bo Horvat. Que pourrait rapporter Horvat au Colorado, selon Joël Couturier? Alors, Joël, selon moi, Horvat pourrait ramener de l'équilibre au centre. Il pourrait ramener une présence plus forte que Alex Newhook, un centre d'expérience. Bo Horvat, bon, des 2 côtés de la patinoire, ce qui aiderait Nathan McKinnon à avoir moins la pression. On s'entend, il y a des Mikko Rantanen, il y a des Kyle McCarr aussi. Mais du côté offensif, avoir un Bo Horvat pourrait aider encore plus l'Avalanche, autant offensivement que défensivement. C'est ce que, selon moi, Bo Horvat pourrait... Ah, tu voulais dire en retour. En retour, du côté des Canucks, on aurait besoin de défenseurs. Donc, selon moi, la défense est vraiment très, 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 comment je pourrais dire, pas faible, mais chambranlante
des fois, elle peut connaître un bon match autant qu'elle va connaître un mauvais. Et selon moi, dans les défenseurs qui pourraient intéresser les Canucks, son nom ressort partout à chaque fois que l'Avalanche est intéressé à un attaquant de qualité, c'est Samuel Girard. Selon moi, Samuel Girard serait une des pièces qui pourrait intéresser les Canucks de Vancouver. Défenseur très offensif. Ça enlèverait un petit peu de tâches offensives à Quinn Hughes. Il y en a beaucoup, selon moi, offensivement à Vancouver. Samuel Girard serait une autre menace offensive. Il est très bon dans sa zone aussi, un défenseur établi. Beau Horvat contre Samuel Girard en termes de salaire, ça marche. Ils ont un salaire similaire. Rendu là, s'il y a des choix au repêchage, des recrues qui se rajoutent, ça pourrait très bien arriver aussi. Et en plus, Samuel Girard, avec son contrat, je crois qu'il reste encore 4 ans, son contrat, ferait en sorte que les Canucks s'assuraient d'une présence à long terme dans leur équipe et Bo Horvat, avec son contrat d'1 an, fonctionnerait avec l'Avalanche et parlerait de prolongation de contrat s'il y a lieu et s'il y a intérêt des deux côtés. Et ce qui m'amène à notre nouveau bloc que j'ai mis dans ce show, la notif des sportifs. Nouveau bloc, j'espère qu'il va vous intéresser, le coin des rumeurs. Je trouve des rumeurs au cours de la semaine, surtout de la fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey, des rumeurs de transactions, de rachats de contrats, et je vous en fais part avec les sources, bien évidemment, pour eux qui veulent aller les lire plus en détail. Et on commence ça fort. Très, très fort en plus. Selon Craig Morgan, les Coyotes demandent 2 choix de premier tour plus un choix de deuxième tour ou une bonne recrue pour Jacob Chychrun. Le défenseur de 24 ans a joué 10 matchs cette année. Il a raté le début de la saison à cause d'une blessure. Mais en 10 matchs, il a 9 points, 3 buts, 6 passes. Jacob Chychrun, depuis un petit bout maintenant, est un défenseur que j'apprécie énormément du côté des Coyotes de l'Arizona. C'est probablement une des pierres angulaires des Coyotes avec Clayton Keller, Dylan Gunter aussi. C'est un excellent défenseur. Sur moi, il est sous-coté, Jacob Chychrun. Mais en valeur, je trouve ça très, très, très cher la part des Coyotes de l'Arizona de demander 2 choix de premier tour plus une bonne recrue pour mettre la main sur Jacob Chychrun. Selon moi, il y a peut-être un choix de premier tour en trop qui est demandé. On pourrait demander un choix de premier tour, un choix de deuxième tour et une recrue de niveau A en retour de Jacob Chychrun. Parce que 2 choix de premier tour, moi en tant que DG, si jamais je serais intéressé à ce défenseur-là, je trouverais ça trop élevé comme demande, mais on a beaucoup d'intéressés. J'ai réussi à mettre la main sur quelques-uns d'entre eux. On parle des Maple Leafs de Toronto qui sont intéressés à Jacob Chychrun, les Bruins de Boston, la Panthère de la Floride, les Rois de Los Angeles, les Kings. On parle des Sénateurs et des Oilers d'Edmonton qui seraient dans la course. Jacob Chychrun, très intéressant dans toutes les équipes que j'ai réussi à mettre en main dessus. Selon moi, il y a quelques équipes qui devraient avoir besoin de retenue de salaire, comme les Maple Leafs, qui sont très proches de la masse salariale, les Panthers, entre autres aussi, et les Oilers devront faire un petit peu de gymnastique salariale. Mais dans toutes ces équipes-là, ce serait un excellent fit dans une équipe quelconque. Mon coup de cœur irait avec les Kings de Los Angeles. Selon moi, Jacob Chychrun serait un excellent fit à LA. C'est une équipe que j'adore aussi, mais en termes de schéma, de présence, les Kings ont besoin d'un défenseur pour remplacer Drew Doughty. Drew Doughty a quand même 36 ans et ils ont besoin d'un défenseur qui sera capable de le remplacer dans un futur. Ils ont une jeune équipe qui commence très bien à performer. Selon moi, Jacob Chychrun est le défenseur parfait pour les Kings de Los Angeles. Les Sénateurs d'Ottawa aussi ne sont pas à jalouser dans cette course, excusez-moi du terme. Mais les Sénateurs d'Ottawa ont besoin de défenseurs. En termes de qualité, on a Thomas Chabot et on a le reste à Ottawa. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ils ont besoin d'un défenseur qui est capable d'aider Thomas Chabot dans la production. Donc, selon moi, les Kings sont numéro 1, les Sénateurs sont numéro 2 dans la course et les Oilers d'Edmonton sont à surveiller.
On se souvient souvent que les Oilers ont de la misère devant le filet et à la défense qui est des fois poreuse. Jacob Chikrin serait un excellent fit du côté des Oilers. Mais mon coup de cœur va aux Kings de Los Angeles. Écrivez en commentaire, selon vous, il pourrait aller ailleurs ou dans quelle équipe que j'ai nommée, il serait un excellent choix. De notre côté, on va continuer dans les rumeurs de transactions. Larry Brooks croit que c'est inévitable qu'un jour, les Flyers de Philadelphie rachèteront le contrat de Kevin Hayes. Kevin Hayes a en ce moment 28 points en 29 matchs. Il ne parle pas de cette année, évidemment, quand vous avez une production autant énorme. Mais le contrat est gros. Le contrat est très gros. On parle d'un contrat de encore 4 ans à 7 millions par année. Kevin Hayes a 30 ans. Aussi, c'est à surveiller du côté des Flyers de Philadelphie. Quand le contrat prendra fin, il aura 34 ans. Est-ce qu'il produira autant qu'aujourd'hui? Selon moi, c'est une évidence que non. Il peut amener production aux Flyers à 34 ans, pareil. Mais selon moi, à 7 millions, il ne vaudra plus la peine. Ce sera un contrat très lourd sur la masse salariale du côté des Flyers. Est-ce que c'est l'effet de John Tortorella aussi qui le fait performer autant que ça? C'est à voir du côté des Flyers de Philadelphie. Kevin Hayes, rachat de contrat. Toujours très intriguant d'avoir des rachats de contrat, surtout pour des joueurs en fin de... qui s'approchent de la fin de carrière tranquillement. Selon The Fourth Period, excusez, Tyson Barrie serait un candidat à transiger pour les Oilers d'Edmonton. On se souvient que Tyson Barrie avait connu une excellente saison du côté des Oilers d'Edmonton, surtout à son arrivée. J'ai les chiffres devant moi. Sa première saison, il avait connu une saison de 48 points en 56 matchs, la fameuse saison de la bulle du côté des Oilers, si je me souviens bien. Ensuite, 41 points en 73 matchs. Et cette année, 19 points en 29 matchs pour Tyson Barrie du côté des Oilers d'Edmonton. C'est un défenseur qui est capable de produire, bien évidemment. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans une transaction en lien avec Jacob Chikrin? Selon moi, non. Les Coyotes veulent continuer une reconstruction. Leur but, c'est d'avoir des choix de repêchage ou des jeunes recrues. Tyson Barrie, si je ne me mélange pas, il a 30 ans. Il a 31 ans, le Tyson Barrie. Il serait bon pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Sur une deuxième paire, selon moi, il serait excellent. Mais il ne fitterait pas dans une équipe en reconstruction, à moins que c'est dans un échange de salaire pour avoir un choix. Dans ces échanges-là, je pense entre autres à celle-là de Joël Armia, que le Canadien avait en gros fait l'acquisition de Steve Mason. En compensation, on avait Joël Armia pour nous remercier d'avoir fait ça. Le Canadien a racheté le contrat de Steve Mason à l'époque. Selon moi, ça peut être la seule manière que Tyson Barrie aille dans une équipe en reconstruction. Ce serait dans un échange de mauvais contrats du côté de Tyson Barrie. Maintenant, attaquons-nous aux Canadiens de Montréal dans ces rumeurs de transactions. Selon The Fourth Period, encore, les Flames, les Oilers et les Devils du New Jersey seraient intéressés à Josh Anderson. Le numéro 17 du Canadien a 10 points en 26 matchs cette saison. Il a 28 ans. On sait tous qui est Josh Anderson en tant que partisan du Canadien Montréal. Un gros gaillard de 6 pieds 4, 200 livres et plus, qui est un bon attaquant de puissance d'ailleurs. Écrivez en commentaire si selon vous, le Canadien se devrait d'échanger de Josh Anderson ou de le garder dans la formation. Josh Anderson, selon moi, c'est épineux. C'est un joueur très apprécié dans le vestiaire. Quand il est sur une lancée en termes de points, c'est une belle lancée. Mais ce n'est pas le joueur qui a le meilleur QI hockey, selon moi. Il n'a pas beaucoup de skills. Il a une très bonne vitesse. Il a un gabarit. Il aime foncer au filet. Mais à part cela, qu'est-ce qu'il fait? C'est là que ça devient compliqué. Les Flames, les Oilers et les Devils seraient des bons fits. Du côté de Josh Anderson, je n'ai pas d'idée en tête de ce que le Canadien pourrait avoir, à part probablement soit un choix repêchage ou, attendez-vous pas un choix de premier tour pour Josh Anderson, là, ou une bonne recrue
en retour de Josh Anderson. Il pourrait aider les 3 équipes qui sont intéressées à lui. J'ai vu les Stars de Dallas se promener dans les rumeurs aussi concernant Josh Anderson. Il se serait enlevé de la course pour le joueur du Canadien. Ça serait intéressant de voir Josh Anderson avec chacune de ces 3 équipes. Donc, les Flames ont de la misère. C'est une équipe qui ressemble aux Canadiens. Beaucoup de difficultés à s'établir. Pourtant, avec l'alignement qu'ils ont, les Flames ne vont pas en reconstruction. Mais pour une équipe qui, théoriquement, est aspirante à la Coupe Stanley, ça va mal du côté des Flames de Calgary. Donc, les Flames, je les enlèverais de la course Josh Anderson. C'est purement pour les séries, je les enlèverais. Ce qui nous donnerait les Oilers et les Devils dans la course Josh Anderson, qui pourrait nous donner un bon retour intéressant. Du côté des Oilers, il y a un Philippe Broberg qui m'intéresse beaucoup. Ça serait une autre recrue défensive, par contre, et avec les Justin Barron, les Jacky, les Goulet, les Harris, est-ce qu'on a vraiment besoin de Broberg? Rendu là, la question se pose, mais c'est à voir. On a un commentaire aussi. Personnellement, je l'échangerais car éventuellement, son salaire à vivre sera un fardeau pour la durée de son contrat. Écoute, c'est quelque chose qui se pose aussi pour les Canadiens de Montréal. Je ne me souviens pas exactement de la durée du contrat de Josh Anderson. Laissez-moi aller voir ça. Mais c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il va produire à la hauteur de son contrat lorsqu'il avancera dans l'âge? C'est une excellente question. Josh Anderson reste 1, 2, 3, 4, 5 années à son contrat de 5,5 millions par année. C'est un excellent point que tu amènes. Selon moi, si on veut échanger Josh Anderson, c'est 7 années ou maximum l'année prochaine pour avoir la plus grande valeur des joueurs comme lui. Ça se trouve rarement et ça peut se blesser et les performances habituellement baissent plus rapidement qu'un joueur d'un autre style, parce qu'un attaquant de puissance, c'est beaucoup l'utilisation physique de son corps. Ça peut faire mal, selon moi, si on l'échange, ça serait maintenant. Sinon, dernière rumeur que j'ai mis la main dessus et qui implique le Canadien de Montréal. Selon Rick Dhaliwal, que j'ai mentionné plus tôt, les Canadiens de Montréal auraient manifesté leur intérêt envers nul autre que Brock Besser, que j'ai parlé avec Henry, justement, la semaine passée, de Brock Besser, pour un échange, et ils sont intéressés depuis près de 2 ans. Les Canadiens, ça veut dire que Marc Bergevin a déjà tenté de mettre la main sur Brock Besser. Il y avait eu une offre sérieuse, d'ailleurs, dont les Canucks avaient refusé. Et toujours selon Rick Dhaliwal, il suggère que Sean Monahan serait un joueur intéressant pour les Canucks. Pour vous donner une idée, Brock Besser, en 22 matchs, à 16 points, 4 buts, 2 passes, il a 25 ans. Et Sean Monahan, à 28 ans, en 25 matchs, 17 points, 6 buts, 11 passes. Est-ce que vous là, qui regardez le show, que ce soit en rediffusion ou en live, est-ce que vous feriez cet échange-là? Selon moi, c'est un échange à y penser bien. Parce que Sean Monahan est le 2e centre du Canadien. Point. Ce n'est pas Christian Dvorak, ce n'est pas Kirby Dach, ce n'est pas Rem Pitlick, c'est Sean Monahan qui amène aussi une belle présence dans le vestiaire. C'est un des joueurs les plus appréciés dans l'équipe. Il amène une présence autant offensive que défensive sur la patinoire. C'est un joueur toujours très plaisant à regarder. 17 points à 25 matchs. Il est proche d'équivaler son nombre de points de l'année passée, qui était 23. Ce qui était une évidence quand même dans le cas de Sean Monahan qui allait battre cette statistique-là. Mais c'est un joueur qui commence à son nom à circuler dans la ligue dû à sa dernière année de contrat. L'Avalanche aussi a démontré de l'intérêt, mais pour l'instant, ce serait les Canucks qui s'intéresseraient le plus. Dans le cas de Brock Besser, c'est un ailier, un bon marqueur de but aussi. La Ligue nationale de hockey, il a connu une saison un petit peu plus difficile l'année passée. Toujours un joueur intéressant, par contre. Il n'a seulement que 25 ans. Un contrat de 3 ans à 5 millions-ish par année. Selon moi, c'est un joueur à penser du côté du Canadien de Montréal, mais nos problèmes, c'est nos centres. Si on échange Sean Monahan, on a un problème au centre et on aura un autre surplus d'alliés. Dans le cas de Brock Besser, j'en avais parlé avec Henry
la semaine passée. Échanger Hoffman, Drouin et Dadonov, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ou voire même à cela Gallagher. Mais Gallagher, quelle équipe veut ce joueur avec un énorme contrat pour une aussi longue durée? Ça n'arrivera pas, à part s'il y a compensation du côté des Canadiens pour que l'équipe prenne le salaire de Brendan Gallagher. Donc, selon moi, Sean Monahan contre Brock Besser. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Pour moi, c'est un pensez-y bien. Car après ça, selon moi, se débarrasser d'alliés devient impératif. Quand tu mets la main sur un Brock Besser, se débarrasser d'alliés, ça devient impératif. Là, je vois des gens, ben, mettez Dadonov, Hoffman sur la passerelle. Mais c'est parce que si on veut les échanger, ils doivent jouer. C'est ça l'affaire. Oui, c'est toujours intéressant. Brock Besser est un joueur que j'aime bien, mais c'est là que ça devient compliqué. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup d'alliés, mais si tu ne joues pas ceux-là que tu veux échanger, comment tu veux que les équipes soient intéressées à mettre la main dessus? Que ce soit une équipe contender, une équipe pour se débarrasser de son salaire, whatever. Comment tu veux qu'une équipe s'intéresse, admettons, à Hoffman, Dadonov, Drouin, si tu ne les fais pas jouer? C'est un passez-y bien. Et mettre la main sur Besser donne une plus grande qualité à l'aile, bien évidemment, et une plus grande production de buts aussi, ce qui ferait du bien aux Canadiens quand on est une des pires équipes offensives. Mais ça nous laisserait un trou au centre. Selon moi, notre réponse, on l'aura d'ici la date limite des transactions concernant cet échange-là. Mais c'est l'échange qui me titille le plus, bien évidemment. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce segment-là. Il va revenir, bien évidemment. Moi, j'ai du plaisir à faire ce segment-là. Vous vous impliquez en plus. J'adore ça. Donc, écrivez en commentaire, selon vous, Brock Besser contre Sean Monahan. Vous le faites avec vos raisons. J'ai bien hâte de lire ça. L'équipe à la coupe aussi a bien hâte de lire cela. Maintenant, on s'en va au match du Canadien qui s'est joué hier. J'ai eu la chance d'y assister à ce match-là en opposant les Canadiens de Montréal face aux Flames de Calgary. Toujours le fun de voir un match du Canadien au Centre Bell, c'est sûr. Mais hier, le Canadien a connu un match moitié-moitié, j'ai l'impression. On a bien commencé en première période. L'équipe menaçait. Même si les nombres de tirs n'affichaient pas le fait que les Canadiens avaient plus de chances. Je pense après la première période, c'était 12 contre 9 au tir au but. Le Canadien menaçait beaucoup plus que les Flames de Calgary. Les Flames, en avantage numérique, beaucoup de passages de rondelles, peu de tirs. La plupart des tirs des Flames, c'était des dégagements sur Jake Allen pour des changements en première période. C'était une bonne période du Canadien. On sentait le Canadien menacé. Jakob Markstrom a été excellent dans les buts en première période. Ça rajoutait du plaisir au match. Par contre, en deuxième période, le Canadien a ralenti énormément en deuxième période. Les Flames en ont profité. Ils ont marqué en avantage numérique. Qui d'autre que Jonathan Huberdeau qui marque dans sa ville natale? C'était compliqué, selon moi, la deuxième période du côté du Canadien. On se reprenait, on voyait des flashs parfois, mais les Flames ont notamment pris le dessus et la blessure de Cole Caulfield n'a pas aidé. On parle d'une blessure au haut du corps. Il y aura plus de développement au courant de la journée. En ce mardi 13 décembre, il y aura plus de développement sur la blessure aujourd'hui. Émise par le Canadien et par l'infirmerie en tant que telle. On se souvient qu'à l'infirmerie, il y a aussi les Mike Matheson, les Sean Monahan, les David Savard, Joe Drouin et Brendan Gallagher. Et la perte de Cole Caulfield, ça fait extrêmement mal du côté du Canadien. Autant que ce soit pour 5 jours, que ce soit pour un mois. Moi, j'ai très peur que ce soit une commotion cérébrale. Si c'est une commotion, on parle minimalement de 2 semaines d'absence. C'est bien beau rappeler un joueur du Rocket, mais il ne produira pas autant que Cole Caulfield. Selon moi, il faudra changer un peu les tactiques qui vont se présenter sur la patinoire pour avoir des chances de gagner. Mais on va voir Suzuki sans Caulfield, ce qu'il est capable de faire cette année. Eux qui ont une production quasiment identique. Est-ce que Suzuki peut continuer à produire autant sans Cole Caulfield? Selon moi, la réponse est oui. Mais c'est sûr que la perte de Caulfield va faire mal aux Canadiens, peu importe ce qui arrive. Et en troisième période, le Canadien qui réussit à faire égalité
par une belle passe de Juraj Slafkovský, que je vais parler plus tard dans l'émission, plus tard dans le bloc. C'est toujours le fun de voir Juraj Slafkovský se développer de mieux en mieux, match après match. Sur une belle passe, en gros, de Juraj, Josh Anderson qui complète la marque qui nivelle la marque de 1-1. La troisième période a été très bien disputée, des opportunités de chaque côté. Jake Allen a bien tenu le fort du côté du Canadien. Jake Allen commence à revenir du côté de la confiance. Il revient énormément. Ça me fait plaisir. Et du côté de Jakob Markstrom, plusieurs arrêts clés lors des désavantages numériques des Flames de Calgary. Le Canadien a menacé énormément lors de leurs avantages numériques en troisième période. Jakob Markstrom a su garder son équipe dans le match. Ensuite, en prolongation, même chose. Les Flames prennent une pénalité de 4 minutes pour bâton élevé dans la figure de Josh Anderson. 4 minutes car Josh Anderson saignait, donc c'est une pénalité double mineure, ce qui a donné un power play de 4 minutes aux Canadiens. Malheureusement, on n'a rien fait. On a menacé. Jakob Markstrom a bien tenu le fort encore une fois. Mais quand c'est rendu que sur un avantage numérique de 4 minutes en prolongation et l'avantage numérique est statique. Je vais en revenir tantôt après. Il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose sur cet avantage numérique. Et aussi, on s'en va en tir de barrage par la suite. Suzuki qui va encore avec une fin du style Datsuk et que les gardiens mordent très, très, très souvent. Jakob Markstrom s'en veut de ne pas vouloir l'arrêter. On a vu sa réaction tout de suite suivant le but de Nick Suzuki. Il s'en voulait énormément d'avoir raté l'arrêt là-dessus. Je crois que ça y a touché la mitaine, le bout de la mitaine en plus. Ensuite, Jonathan Huberdeau qui est le seul marqueur du côté des Flames de Calgary et Kirby Dach qui enfile l'aiguille pour donner l'avance en tir de barrage. Jake Allen qui fait l'arrêt. C'est un excellent match. À part la deuxième période que les Canadiens, on dirait qu'on marchait sur des œufs. On a eu plus de misère à se reprendre. La troisième période a été mieux. La prolongation, la prolongation était le fun. Je ne dis pas le contraire, mais l'avantage numérique. Oh mon Dieu! Il faut faire quelque chose. En 2022, l'avantage numérique ne peut plus être je reste avec la rondelle à la ligne bleue pendant 5 secondes, je regarde les options, je la donne. Tiens, Nick, pogne-la. Nick regarde ses options, l'envoie derrière le net. Il regarde ses options, il attend que la rondelle, check les options, envoie l'ailier. Bouge la rondelle! Il faut la bouger. Le meilleur avantage numérique qu'on a affronté, selon moi, c'est celle-là des Devils du New Jersey qui a fait en sorte que le Canadien devait tout le temps bouger quand la rondelle bougeait tout le temps. L'avantage numérique du Canadien est trop statique. C'est beaucoup de manipulation de rondelles, on regarde les options, nanana. Ça nous prend 5 secondes toujours avant de faire une passe. Il faut faire bouger le bloc défensif. Si la rondelle ne bouge pas, le bloc défensif peut se positionner comme il veut pour mieux bloquer les passes, que ce soit à Caulfield à gauche ou à Suzuki à droite ou à Mike Hoffman ou Chris Wideman. Encore là, ces deux gars-là, je ne sais pas ce qu'ils font encore sur l'avantage numérique, mais il faut bouger la rondelle le plus possible. Il faut faire bouger ce bloc défensif-là pour avoir des ouvertures devant le filet. Le Canadien ne fait pas ça. C'est quelque chose à travailler. Et du côté des joueurs utilisés, Mike Hoffman, Dadonov. Allons sur Dadonov en premier. Il ne fait rien. Dadonov fait rien sur l'avantage numérique. Mettez Josh Anderson sur la première vague. Mettez Juraj. Il va super bien en avantage numérique ces temps-ci. Mettez Juraj sur la première vague à la limite. Ou vu qu'il est trop jeune, je comprends de le laisser sur la deuxième. Mais mettez quelqu'un d'autre que Dadonov. Nom de Dieu, il fait rien. Même chose pour Mike Hoffman. Pourquoi à pointe? Pourquoi vous mettez Mike Hoffman, qui est un tireur en ce moment, qui est un franc-tireur? En tout cas, pas cette année. Il y a beaucoup de misère à mettre la rondelle au fond du filet. Mais
pourquoi vous mettez Mike Hoffman à la pointe? Je comprends que Jonathan Drouin n'est pas là, qui est probablement le meilleur attaquant de pointe quand c'est un corps arrière. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mettez-le sur la deuxième vague à l'aile droite pour son tir du poignet, son tir sur réception. Puis laissez une chance à un Caden Goulet. Caden Goulet est excellent sur l'avantage numérique pour les fois qu'il a été. C'est un jeune en plus, il a une belle vision de jeu. Essayez-le! Essayez-le! Je ne vois pas pourquoi le Canadien s'entête à mettre des joueurs qui ne produisent pas sur l'avantage numérique. Sur la première vague, surtout. Essayez autre chose. Bougez la rondelle. Mettez des jeunes qui produisent ou qui vont au mérite. Allez-y au mérite sur l'avantage numérique. Il y a des joueurs qui connaissent des bons matchs et qui sont derrière Chris Wideman pour l'avantage numérique. Mettez un Caden Goulet, mettez un Jacky. Jacky est apparu quelques fois sur l'avantage numérique et c'était des bonnes choses quand il apparaissait. Enlevez Wideman de là, enlevez Dadonov de là, enlevez Hoffman de la pointe. S'il vous plaît, le Canadien, pour avoir une équipe menaçante, il faut mettre des joueurs qui jouent bien. Et Wideman, Dadonov, Hoffman ne jouent pas bien ou ils jouent moyennement, pas assez du moins, pour être sur un avantage numérique. Du côté de Cole Caulfield, blessé à la tête, j'ai bien hâte de voir le développement de ce qui va suivre là-dessus. Ça a une énorme perte, comme j'ai dit tantôt, pour les Canadiens de Montréal. Du côté de Jake Allen, excellent match, comme j'ai dit tantôt. Il a été excellent. C'est à voir du côté du Canadien de Montréal. Et maintenant, la pièce d'or le repas principal, on pourrait dire, Juraj Slafkovský. Juraj Slafkovský a connu un excellent match, encore une fois, hier, face aux Flames de Calgary. On a Zachary Pelletier qui dit que Caulfield devrait jouer mercredi. Zach, où tu as vu ça? J'ai pas réussi à trouver l'information avant le show. J'essaie de regarder du coin de l'œil en même temps ce qui se passe. Ah, attendez une minute, j'ai quelque chose ici. Ah, oui, effectivement, Zach. Merci beaucoup de me tenir alerte là-dessus. Cole Caulfield devrait bel et bien jouer demain. Il fait le voyage avec l'équipe à Ottawa. Il devrait jouer demain. Merci, Zach, de l'info en direct. Bon, pour revenir à Juraj Slafkovský, les performances, il connaît du progrès de match en match. Ça se voit sur la glace. C'est pas seulement les joueurs ou le coach qui dit, ça se voit et j'adore ça. Attendez-vous pas à ce qu'il gagne le Calder, ça. Il n'est pas parti pour ça. Il a 4 buts, 5 passes en 22 matchs. J'ai mis ses stats ici. 23 matchs, 9 points, 4 buts, 5 passes. Il ne sait pas à crier pour le Calder, bien évidemment. Mais il joue du bon hockey ces temps-ci. Il progresse à tous les jours. Et en plus, fait cocasse hier. Il a dit que même sa maman le texte pour lui dire de tirer plus au filet. Et ça a paru. Ça a paru. Juraj Slafkovský, dans les derniers matchs, il tire plus souvent au filet. J'aime ça. On veut une recrue qui tire. Si tu ne tires pas, tu ne produis pas. Bon, en termes de but, bien évidemment, tu peux faire des passes pour produire et tout. Mais si tu ne tires pas, comment tu veux progresser encore plus dans la Ligue nationale de hockey? Il se doit de tirer. Son jeu physique s'améliore aussi. Remerciement au développement de Adam Nicholas, qui s'occupe de Juraj Slafkovský, surtout physiquement. Au début de la saison, Juraj avait de la misère à regarder les effets, les joueurs qui s'en venaient sur lui. Donc, les plaquages sont dangereux. Ceux-là qui ont subi, on pense notamment à Luke Schenn dernièrement, les Red Wings de Détroit aussi, qui avaient envoyé Juraj Slafkovský dangereusement au tapis. C'est bien qu'il commence à jouer la tête haute du côté de Juraj Slafkovský. Merci encore à Zach. Au développement du côté des blessés. David Savard et Sean Monahan, 2 à 3 semaines d'absence. Ça va faire très mal aux Canadiens sur le moyen terme. Merci, Zach, encore une fois. Du côté de Juraj, pour revenir à Juraj Slafkovský, c'est une petite parenthèse. Il fait du bon échec avant aussi. Le Canadien est une équipe qui adore faire de l'échec avant. Juraj Slafkovský en a fait, ce qui a mené à sa passe sur le but
de Josh Anderson. Toujours très, très, très intéressant de voir le développement de Uri sous nos yeux. Et Saint-Louis en a dit quelques mots, et je cite: « C'est difficile de demander à un kid de 18 ans de bien exécuter les détails parce que tu les apprends beaucoup quand tu arrives dans la LNH. Mais c'est un kid auquel c'est très plaisant d'enseigner. Il ne pense pas tout connaître et il essaie d'exécuter ce qu'on lui partage. Juste pour cette raison, je sais qu'il va toujours grandir comme joueur. » C'est très intéressant du côté de Uri, ce que Martin Saint-Louis dit. On voit que ce n'est pas un joueur qui pense tout connaître de la game. Il veut apprendre, il sait qu'il y a des lacunes, il veut les améliorer pour devenir le choix numéro 1 au total qu'il est supposé devenir. Je trouve ça très, très, très intéressant dans les commentaires de Martin Saint-Louis. Et il continue. Ses touches sur le jeu de puissance l'aident beaucoup à 5 contre 5. Ça lui donne confiance dans un match. Je suis content de son évolution depuis le début de l'année. Il a plus un impact constamment. Ce n'est plus des flashs ici et là. Tout est dit. Tout est dit par Martin Saint-Louis. Toujours le fun d'avoir des commentaires comme ça venant du coach sur la recrue numéro 1 au repêchage qu'on se doit de bien développer. Slavkovski a 9 points en 23 matchs, comme j'ai dit tantôt, mais une statistique que peu de personnes parlent. Il est en plus et moins dans sa statistique. Il est à plus 0. Il est responsable défensivement. Bon, les mauvais angles vont dire hein, il joue sur un 4e trio. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Son temps de jeu moyen tourne autour de 11 minutes 30 par match. Mais ça reste que quand tu es une recrue, jouer à plus 0, c'est excellent. Surtout dans une équipe qui tourne autour du 20e rang, comme le Canadien de Montréal. C'est-à-dire, habituellement, la moitié de ton équipe est dans le moins. Être à plus 0 à 18 ans dans la Ligue nationale de hockey après 23 matchs, moi, je trouve ça intéressant. Ça montre que le kid est responsable défensivement. Donc, cette statistique-là, je vais y jeter un coup d'œil de temps en temps pendant la saison pour voir s'il continue à bien s'établir défensivement avec l'équipe. Et offensivement, c'est ce qu'on espère le plus du côté de Juraj Slavkovski. C'est à suivre. C'est à suivre. Selon vous, est-ce que Juraj Slavkovski mérite, avec ses bonnes performances, de jouer sur un trio plus élevé? Pas nécessairement le premier trio, mais est-ce qu'il mérite de jouer sur un 2e trio, un 3e? Est-ce qu'il mérite aussi d'avoir plus de temps d'avantage numérique? Du temps des avantages numériques, peut-être, avec le plus 0. Selon moi, non. En désavantage numérique, non. Ça serait peut-être trop de tâches pour un kid de 18 ans. Donnez-y un petit peu de tâches de temps en temps dans des matchs, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça va le brûler aussi. Mais c'est des choses à suivre du côté du Canadien. On souhaite que Cole Caulfield joue demain. L'équipe l'a dit, c'est sorti maintenant par RDS. Merci encore à Zach. Si Cole Caulfield suit l'équipe et serait disponible pour demain, on a eu plus de peur que de mal. J'étais dans le Centre Bell hier et les gens retenaient leur souffle. Je voyais beaucoup de gens sur leur téléphone pendant le match pour essayer de voir la blessure de Caulfield pour avoir le plus de nouvelles possibles. Les gens avaient peur de ce qui pouvait arriver à T-Cole, comme on appelle. Mais au moins plus de peur que de mal pour le numéro 22 du Canadien de Montréal. C'était un excellent show aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ça. Le blog des rumeurs, surtout. Écrivez en commentaire, que ce soit en ce moment en live ou en rediffusion, si vous avez bien aimé le fait que j'ai fait un bloc, le coin des rumeurs, pour être à jour dans les rumeurs de transactions, les rumeurs de rachat de contrat, les rumeurs impliquant le Canadien aussi. La question du jour, est-ce que selon vous, le Canadien doit échanger Sean Monahan pour mettre la main sur Brock Besser? Oui, non, peut-être. Expliquez vos raisons. J'ai bien hâte de les lire. Et l'équipe à la coupe aussi a bien hâte de les lire. Ne ratez pas le jeudi 15 décembre aussi le podcast de Yves Lantier sur ici même le Facebook Live à la coupe. Allez voir ça ce jeudi 15 décembre. De notre côté, on se revoit le mardi prochain. J'ai déjà hâte de vous revoir. Ce fut un plaisir. Au nom de Loric Salvaille, j'espère que vous avez passé un excellent midi et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas le podcast de jeudi. Salut tout le monde.